Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais commencer la lecture du roman Notre cœur de Guy de Maupassant. C'est son 6e et dernier roman. Ce roman raconte en fait l'histoire d'une femme du monde, une femme méchante, sans cœur, froide. Une femme comme Guy de Maupassant en a connu beaucoup. Et il raconte dans ce roman l'histoire de cette femme-là en particulier. Et il se livre dans ce roman beaucoup plus que dans les romans précédents. Je vais commencer donc cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci. Première partie. Chapitre 1. Un jour, Massival, le musicien, le célèbre auteur de Rebecca, celui que depuis 15 ans déjà on appelait le jeune et illustre maître, dit à André Mariol, son ami, « Pourquoi ne t'es-tu jamais fait présenter à Madame Michel de Burne ? Je t'assure que c'est une des femmes les plus intéressantes du Nouveau Paris. Parce que je me sens pas du tout mis au monde pour ce milieu. » Mon cher, tu as tort, c'est là un salon original, bien neuf, très vivant et très artiste. On y fait d'excellente musique, on y cause aussi bien que dans les meilleures potinières du dernier siècle. Tu y serais fort apprécié. D'abord parce que tu joues du violon en perfection, ensuite parce qu'on a dit beaucoup de bien de toi dans la maison, enfin parce que tu passes pour n'être point banal et point prodigue de tes visites. Flatté mais résistant encore, supposant d'ailleurs que cette démarche pressante n'était point ignorée de la jeune femme, Mariol fit un « peu, je n'y tiens guère », où le dédain voulu se mêlait au consentement acquis déjà. Massival reprit. « Veux-tu que je te présente un de ces jours ? Tu la vois d'ailleurs par nous tous qui sommes de son intimité, car nous parlons d'elle assez souvent. C'est une fort jolie femme, de 28 ans, pleine d'intelligence, qui ne veut pas se remarier, car elle a été fort malheureuse une première fois. Elle a fait de son logis un rendez-vous d'hommes agréables. On n'y trouve pas trop de messieurs de cercle du monde. Il y en a juste ce qu'il faut pour les faits. Elle sera enchantée que je t'amène à elle. » Vaincu, Mariol répondit « Soit, un de ces jours. » Dès le début de la semaine suivante, le musicien entrait chez lui et demandait « Es-tu libre demain ? » « Mais oui. »« Bien, je t'emmène dîner chez Madame de Burne. Elle m'a chargé de t'inviter. Voici un mot d'elle, d'ailleurs. » Après avoir réfléchi quelques secondes encore, pour la forme, Mariol répondit « C'est entendu. » Âgé d'environ 37 ans, André Mariol, célibataire et sans profession, assez riche pour vivre à sa guise, voyager et s'offrir même une jolie collection de tableaux modernes et de bibelots anciens, passait pour un garçon d'esprit un peu fantasque, un peu sauvage, un peu capricieux, un peu dédaigneux, qui posait au solitaire plutôt par orgueil que par timidité. Très bien doué, très fin, mais indolent, apte à tout comprendre et peut-être à faire bien beaucoup de choses. Il s'était contenté de jouir de l'existence en spectateur, ou plutôt en amateur. Pauvre, il fut devenu sans aucun doute un homme remarquable ou célèbre. Né bien rentré, il s'adressait l'éternel reproche de n'avoir pas su être quelqu'un. Il avait fait, il est vrai, des tentatives diverses, mais trop molles vers les arts. Une vers la littérature, en publiant des récits de voyage agréables, mouvementés et de style soigné. Une vers la musique, en pratiquant le violon, où il avait acquis, même parmi les exécutants de profession, un renom respecté d'amateur, et une enfin vers la sculpture. Cet art où l'adresse originale, où le don débauché des figures hardies et trompeuses remplace pour les yeux ignorants le savoir et l'étude. Sa statuette en terre, masseur tunisien, avait même obtenu quelques succès au salon de l'année précédente. Remarquable cavalier, c'était aussi, disait-on, un excellent escrimeur, bien qu'il ne tirât jamais en public, obéissant en cela
peut-être à la même inquiétude qui le faisait se dérober au milieu mondain, où des rivalités sérieuses étaient à craindre. Mais ses amis l'appréciaient, et le vantaient avec ensemble peut-être, parce qu'il leur portait peu d'ombrage. On le disait en tout cas sûr, dévoué, agréable de rapport et très sympathique de sa personne. De taille plutôt grande, portant la barbe noire courte sur les joues et finement allongée en pointe sur le menton. Des cheveux un peu grisonnants mais joliment crépus. Il regardait bien en face, avec des yeux bruns, clairs, vifs, méfiants et un peu durs. Parmi ses intimes, il avait surtout des artistes. Le romancier Gaston de Lamarthe, le musicien Massival, les peintres Jobin, Rivollet, de Modole, qui semblaient priser beaucoup sa raison, son amitié, son esprit et même son jugement, bien qu'au fond, avec la vanité inséparable du succès acquis, ils le tinssent pour un très aimable et très intelligent raté. Sa réserve hautaine semblait dire « Je ne suis rien parce que je n'ai rien voulu être ». Il vivait donc dans un cercle étroit, dédaignant la galanterie élégante et les grands salons en vue où d'autres auraient brillé plus que lui, l'auraient rejeté dans l'armée des figurants mondains. Il ne voulait aller que dans les maisons où on apprécierait sûrement ses qualités sérieuses et voilées. Et s'il avait consenti si vite à se laisser conduire chez Madame Michel de Burne, c'est que ses meilleurs amis, ceux qui proclamaient partout ses mérites cachés, étaient les familiers de cette jeune femme. Elle habitait un joli entresol, rue du Général Foy, derrière Saint-Augustin. 2 pièces donnaient sur la rue, la salle à manger et un salon, celui où on recevait tout le monde. 2 autres sur un beau jardin dont jouissait le propriétaire de l'immeuble. C'était d'abord un second salon, très grand, plus long que large, ouvrant 3 fenêtres sur les arbres dont les feuilles frôlaient les hauts vents, et garni d'objets et de meubles exceptionnellement rares et simples, d'un goût pur et sobre, et d'une grande valeur. Les sièges, les tables, les mignonnes armoires ou étagères, les tableaux, les éventails et les figurines de porcelaine sous une vitrine, les vases, les statuettes, le cartel énorme au milieu d'un panneau, tout le décor de cet appartement de jeune femme attirait ou retenait l'œil par sa forme, sa date ou son élégance. Pour se créer cet intérieur, dont elle était presque aussi fière que d'elle-même, elle avait mis à contribution le savoir, l'amitié, la complaisance et l'instinct furteur de tous les artistes qu'elle connaissait. Ils avaient trouvé pour elle, qui était riche et payait bien, toute chose animée de ce caractère original qui ne distingue point l'amateur vulgaire, et elle s'était fait par eux un logis célèbre, difficilement ouvert, où elle s'imaginait qu'on se plaisait mieux et qu'on revenait plus volontiers que dans l'appartement banal de toutes les femmes du monde. C'était même une de ses théories favorites, de prétendre que la nuance des tentures, des étoffes, l'hospitalité des sièges, l'agrément des formes, la grâce des ensembles caresse, captive et acclimate le regard autant que les jolis sourires. Les appartements sympathiques ou antipathiques, disait-elle, riches ou pauvres, attirent, retiennent ou repoussent comme les êtres qui les habitent. Ils éveillent ou engourdissent le cœur, échauffent ou glacent l'esprit, font parler ou se taire, rendent triste ou gai, donnent enfin à chaque visiteur une envie irraisonnée de rester ou de partir. Vers le milieu de cette galerie un peu sombre, un grand piano à queue, entre 2 jardinières, fleuries, avait une place d'honneur et une allure de maître. Plus loin, une haute porte à 2 battants faisait communiquer cette pièce avec la chambre à coucher qui s'ouvrait encore sur le cabinet de toilette, fort grand et élégant aussi, tendu en toile de Perse comme un salon d'été, et où Madame de Burne, quand elle était seule, avait coutume de se tenir. Mariée avec un vaurien de bonne manière, un de ces tyrans domestiques devant qui tout doit céder et plier, elle avait été d'abord fort malheureuse. Pendant 5 ans, elle avait dû subir les exigences, les duretés,
les jalousies, même les violences de ce maître intolérable, et terrifiée, et perdue de surprise, elle était demeurée sans révolte devant cette révélation de la vie conjugale, écrasée sous la volonté despotique et suppliciante du mal brutal dont elle était la proie. Il mourut, un soir, en revenant chez lui, de la rupture d'un anévrisme. Et quand elle vit entrer le corps de ce mari enveloppé dans une couverture, elle le regarda, ne pouvant croire à la réalité de cette délivrance, avec un sentiment profond de joie comprimée et une peur affreuse de le laisser voir. D'une nature indépendante et gaie, même exubérante, très souple et séduisante avec des saillies d'esprit libre, semée on ne sait comment dans les intelligences de certaines petites filles de Paris qui semblent avoir respiré dès l'enfance le souffle poivré des boulevards, où se mêlent chaque soir, par les portes ouvertes des théâtres, les courants d'air, des pièces applaudies ou sifflées. Elle garda cependant, de son esclavage de 5 années, une timidité singulière mêlée à ses hardiesses anciennes, une peur grande de trop dire, de trop faire, avec une envie ardente d'émancipation et une énergique résolution de ne plus jamais compromettre sa liberté. Son mari, homme du monde, l'avait dressée à recevoir comme une esclave muette, élégante, polie et parée. Parmi les amis de ce despote étaient beaucoup d'artistes qu'elle avait accueillis avec curiosité et écoutés avec plaisir, sans jamais oser leur laisser voir comment elle les comprenait et les appréciait. Son deuil fini, elle en invita quelques-uns à dîner, un soir. 2 s'excusèrent, 3 acceptèrent, et trouvèrent avec étonnement une jeune femme, d'âme ouverte et d'allure charmante, qui les mit à l'aise et leur dit avec grâce le plaisir qu'il lui avait fait en venant chez elle autrefois. Elle fit ainsi, peu à peu, parmi ses connaissances anciennes, qu'il avait ignorées ou méconnues, un choix suivant ses goûts, et se mit à recevoir en veuve, en femme affranchie, mais qui veut rester honnête, tous ceux qu'elle put réunir des hommes les plus recherchés de Paris, avec quelques femmes seulement. Les premiers admis devinrent des intimes, formèrent un fond, et en attirèrent d'autres, donnèrent à la maison l'allure d'une petite cour où tout habitué apportait soit une valeur, soit un nom, car quelques titres bien triés étaient confondus avec la roture intelligente. Son père, M. de Pradon, qui occupait l'appartement au-dessus, lui servait de chaperon et de porte-respect. Vieux galantin, très élégant, spirituel, empressé près d'elle, qu'il traitait plutôt en dame qu'en fille. Il présidait les dîners du jeudi, bientôt connus, bientôt cités dans Paris et fort recherchés. Les demandes de présentation et d'invitation affluèrent, furent discutées et souvent repoussées après une sorte de vote du cercle intime. Des mots d'esprit sortirent de ce cercle, coururent vers la ville. Les débuts d'acteurs, d'artistes et de jeunes poètes y eurent lieu, devinrent une sorte de baptême de renommée. Des inspirés chevelus, amenés par Gaston de la Marthe, y remplacèrent près du piano des violonistes hongrois présentés par Massival, et des danseuses exotiques y esquissèrent leurs poses agitées avant de paraître devant le public de l'Éden ou des Folies Bergères. Madame de Burne, d'ailleurs jalousement gardée par ses amis et qui conservait de son passage dans le monde sous l'autorité maritale un souvenir répulsif, avant la sagesse de ne point trop augmenter ses connaissances, satisfaite et effrayée en même temps de ce qu'on pourrait dire et penser d'elle, elle s'abandonnait à ses penchants un peu bohèmes avec une grande prudence bourgeoise. Elle tenait à son renom, redoutait les témérités, demeurait correcte dans ses fantaisies, modérée dans ses audaces, et avait soin qu'on ne pût la soupçonner d'aucune liaison, d'aucune amourette, d'aucune intrigue. Tous avaient essayé de la séduire. Aucun, disait-on, n'avait réussi. Il le confessait,
se l'avouaient entre eux, avec surprise, car les hommes n'admettent guère, peut-être avec raison, la vertu des femmes indépendantes. Une légende courait sur elle. On disait que son mari avait apporté dans le début de leur relation conjugale une brutalité si révoltante et des exigences si inattendues qu'elle avait été guérie pour toujours de l'amour des hommes. Et les intimes discutaient souvent sur ce cas. Ils arrivaient infailliblement à cette conclusion qu'une jeune fille élevée dans le rêve des tendresses futures et dans l'attente d'un mystère inquiétant, devinée, indécent et gentiment impure, mais distinguée, devait demeurer bouleversée quand la révélation des exigences du mariage lui était faite par un rustre. Le philosophe mondain Georges de Maltry ricanait doucement et ajoutait « Son heure viendra. Elle vient toujours pour ces femmes-là. Plus elle est tardive, plus elle sonne fort. Avec les goûts artistes de notre amie, elle sera sur le tard amoureuse d'un chanteur ou d'un pianiste. » Gaston de Lamarthe avait d'autres idées. En sa qualité de romancier, observateur et psychologue, voué à l'étude des gens du monde, dont il faisait d'ailleurs des portraits ironiques et ressemblants, il prétendait connaître et analyser les femmes avec une pénétration infaillible et unique. Il classait Madame de Burnes parmi les détraquées contemporaines dont il avait tracé le type dans son intéressant roman « Une d'elles ». Le premier, il avait décrit cette race nouvelle de femmes agitées par des nerfs d'hystérique raisonnables, sollicitées par 1000 envies contradictoires qui n'arrivent même pas à être des désirs, désillusionnées de tout sans avoir goûté à rien, par la faute des événements, de l'époque, du temps actuel, du roman moderne et qui, sans ardeur, sans entraînement, semble combiner des caprices d'enfants gâtés avec des sécheresses de vieux sceptiques. Il avait échoué comme les autres dans ses tentatives de séduction, car tous les fidèles du groupe étaient devenus à tour de rôle amoureux de Madame de Burnes, et après la crise demeuraient encore attendris et émus à des degrés différents. Ils avaient formé peu à peu une sorte de petite église. Elle en était la Madone, dont ils parlaient sans cesse entre eux, tenus sous le charme, mais loin d'elle. Ils la célébraient, la vantaient, la critiquaient, et la dépréciaient suivant les jours, les rancunes, les irritations ou les préférences qu'elle avait montrées. Ils se jalousaient continuellement, s'espionnaient un peu, et tenaient surtout les rangs serrés autour d'elle pour ne pas laisser s'approcher quelques concurrents redoutables. Ils étaient 7 assidus. Massival, Gaston de Lamarthe, le gros Fresnel, le jeune philosophe homme du monde fort à la mode, M. Georges de Maltry, célèbre par ses paradoxes, son érudition compliquée, éloquente, toujours de la dernière heure, incompréhensible pour ses admiratrices, même les plus passionnées, et encore par ses toilettes aussi recherchées que ses théories. Elle avait joint à ces hommes de choix quelques simples mondains réputés spirituels. Le comte de Marentin, le baron de Graville et 2 ou 3 autres. Les 2 privilégiés de ce bataillon d'élite paraissaient être Massival et Lamarthe, qui avaient, semblait-il, le don de toujours distraire la jeune femme amusée par leur sans-gêne artiste, leurs blagues, leur adresse à se moquer de tout le monde, et même un peu d'elle quand elle le tolérait. Mais le soin naturel eût voulu qu'elle apportait je ne comprends pas la phrase du coup, mais c'est pas grave, je crois qu'il y a une faute. Bref, mais le soin naturel ou voulu qu'elle apportait à ne jamais montrer à l'un de ses admirateurs une prédilection prolongée et marquante, l'air espiègle et dégagé de sa coquetterie et l'équité réelle de sa faveur, maintenait entre eux une amitié pimentée d'hostilité et une ardeur d'esprit qui les rendait amusants. Un d'eux, par moment, pour faire une niche aux autres, présentait un ami. Mais comme cet ami n'était jamais un homme très éminent ou très intéressant, les autres, ligués contre lui, ne tardaient guère à l'exclure.
C'est ainsi que Massival amena dans la maison son camarade André Mariol. Un domestique en habit noir jeta ses noms. Monsieur Massival, Monsieur Mariol. Sous un grand nuage fripé de soie rose, abat-jour démesuré qui rejetait sur une table carrée en marbre antique la lumière éclatante d'une lampe phare, portée par une haute colonne de bronze doré. Une tête de femme et 3 têtes d'hommes étaient penchées sur un album que venait d'apporter la Marthe. Debout, entre elles, le romancier tournait les feuillets en donnant des explications. Une des têtes se retourna, et Mariol, qui s'avançait, aperçut une figure, claire, blonde, un peu rousse, dont les cheveux follets sur les tempes semblaient brûler comme des flambées de broussailles. Le nez fin et retroussé faisait sourire ce visage, la bouche nettement dessinée par les lèvres, les fossettes profondes des joues, le menton un peu saillant et fendu, lui donnait un air moqueur, tandis que les yeux, par un contraste bizarre, le voilaient de mélancolie. Ils étaient bleus d'un bleu dépeint, comme si on l'eût lavé, frotté, usé, et les pupilles noires luisaient au milieu, rondes et dilatées. Ce regard brillant et singulier paraissait raconter déjà des rêves de morphine. Ou peut-être, plus simplement, l'artifice coquet de la belladone. Madame de Burn, debout, tendait la main, souhaitait la bienvenue, remerciait. « J'avais demandé depuis longtemps à nos amis de vous amener chez moi, disait-elle à Mariol, mais il faut que je répète toujours plusieurs fois ces choses-là pour qu'on les fasse. » Elle était grande, élégante, un peu lente en ses gestes, sobrement décolletée, montrant à peine le sommet de ses belles épaules de rousse que la lumière rendait incomparable. Ses cheveux, cependant, n'étaient point rouges, mais de la couleur intraduisible de certaines feuilles mortes brûlées par l'automne. Puis elle présenta M. Mariol à son père, qui salua et tendit la main. Les hommes, en 3 groupes, causaient entre eux familièrement, semblaient chez eux, dans une sorte de cercle habituel où la présence d'une femme mettait des airs galants. Le gros Fresnel causait avec le comte de Marentin. L'assiduité constante de Fresnel en cette maison et la prédilection que lui témoignait Madame de Burn choquaient et fâchait souvent ses amis. Encore jeune, mais gros comme un bonhomme de baudruche. Soufflant, presque sans barbe, la tête ennuagée d'une vague chevelure de poils clairs et follets. Commun, ennuyeux, il n'avait assurément pour la jeune femme qu'un mérite désagréable aux autres, mais essentiel à ses yeux, celui de l'aimer aveuglément. Plus et mieux que tout le monde. On l'avait baptisé le phoque. Marié, il n'avait jamais parlé de présenter dans la maison sa femme, qui, disait-on, était de loin fort jalouse. La Marthe et Massival, surtout, s'indignaient de la sympathie évidente de leur ami pour ce souffleur. Et quand ils ne pouvaient s'abstenir de lui reprocher ce goût condamnable, ce goût égoïste et vulgaire, elle leur répondait en souriant: « Je l'aime comme un bon toutou fidèle. » Georges de Maltry s'entretenait avec Gaston de la Marthe de la découverte la plus récente, incertaine encore, des microbiologistes. Monsieur de Maltry développait sa thèse avec des considérations infinies et subtiles, et le romancier Lamarthe l'acceptait avec enthousiasme, avec cette facilité dont les hommes de lettres accueillent sans contrôle tout ce qui leur paraît original et neuf. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et c'était donc notre cœur de Maupassant. Et voilà, je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et à bientôt.